lorsque Francesca, 27 ans, a disparu lors de son voyage en moto en solo à travers l'Amérique, les enquêteurs étaient certains qu'elle s'était écrasée quelque part dans les cols montagneux dangereux du Colorado. Sa famille a passé des années à explorer ces sommets et ces vallées, s'accrochant à un espoir qui s'estompait à chaque saison. 6 ans plus tard, les découvertes des équipes du Rio Grande ont fait prendre conscience à tous qu'elles avaient cherché au mauvais endroit depuis le début et ont poussé l'enquête vers une voie inquiétante. Le silence a commencé comme une anomalie mineure, une petite interruption, facilement ignorée, dans un schéma bien établi pour la famille Sullivan, vivant dans la banlieue de Pennsylvanie. Fin août 2018, le rythme était rythmé par des visites quotidiennes avec leur fille, Francesca. À 27 ans, elle se lançait dans l'aventure de sa vie, un voyage en moto en solitaire à travers les États-Unis, méticuleusement planifié depuis plus d'1 an. La règle était simple, une promesse non négociable faite à ses parents anxieux avant de quitter l'allée avec sa moto chargée, un appel ou un SMS chaque après-midi, quoi qu'il arrive. Le premier jour, le 23 août, son absence fut justifiée par la logique. Sa mère, Eleanor, rappela à son mari, Mark, que Francesca traversait en voiture le cœur des Rocheuses du Colorado, où le réseau cellulaire était notoirement instable. Elle avait probablement trouvé un emplacement de camping au fond d'une vallée, loin de toute antenne relais, et appellerait dès le matin. Mark acquiesça, même si une pointe d'inquiétude se faisait déjà sentir. Francesca était une planificatrice, elle connaissait son itinéraire et aurait anticipé les zones mortes. Dès le 2e jour, l'agitation s'est transformée en une anxiété persistante et corrosive. Les appels de Francesca atterrissaient directement sur la messagerie vocale, avec un message d'accueil impersonnel et préenregistré, contrastant fortement avec sa voix habituellement vibrante. Les SMS envoyés depuis leur téléphone restaient obstinément marqués comme « non délivré », bloqués dans un flou numérique. Eleanor se surprit à consulter compulsivement les pages de Francesca sur les réseaux sociaux, actualisant un fil d'actualité resté figé dans le temps. Sa dernière mise à jour était un message joyeux datant de 3 jours. Les conversations familiales devinrent tendues, l'air de leur maison était chargé de peurs inexprimées. Les justifications commencèrent à sonner creux. Au matin du 3e jour, le 25 août, le silence n'était plus une anomalie, mais une alarme assourdissante. Francesca était profondément différente. C'était une motarde expérimentée, ayant passé des années à explorer les petites routes de la côte est. Compétente, prudente et profondément consciente des préoccupations de sa famille, elle ne provoquerait pas intentionnellement ce genre de détresse. Le dernier contact de la famille fut une image rayonnante envoyée sur le téléphone de leur mère. C'était un selfie pris en contre-plongée, immortalisant le visage de Francesca dans un moment de joie pure et sans mélange. Son large sourire sincère semblait emplir le cadre, ses yeux se plissant sous le soleil éclatant. Ses lunettes de soleil étaient remontées sur sa tête, retenant ses mèches brunes au vent. Elle portait son blouson de moto blindé préféré, bleu et noir. Derrière elle se trouvait sa fierté, une moto Boroja Sport Touring, le siège passager chargé de sacs noirs imperméables contenant tout le nécessaire pour vivre sur la route pendant 2 mois. Le décor était époustouflant, presque irréel, un panorama de pics enneigés et déchiquetés surplombant un lac d'altitude, dont l'eau était d'un turquoise saisissant. Le texte d'accompagnement était court et éloquent, « J'ai atteint le sommet du monde. Incroyable, je t'aime. » Sur le moment, ce message était un cadeau, un condensé parfait de son esprit aventurier. Maintenant, elle se sentait comme un fantôme. C'était sa dernière empreinte connue, une épingle numérique apposée sur une carte immense et indifférente. En 72 heures, la famille Sullivan prit une décision. L'espoir s'était transformé en angoisse. Mark Sullivan décrocha le téléphone et appela le bureau du shérif du comté de Hinsdale à Lake City, dans le Colorado. Grâce au sommet caractéristique de la photo, ils avaient localisé la dernière position connue de Francesca dans les magnifiques et reculées montagnes de San Juan. D'une voix tendue et posée, il expliqua la situation au répartiteur, détaillant les difficultés de communication de sa fille, sa fiabilité inébranlable et la certitude grandissante que quelque chose clochait. Il donna son nom complet, Francesca Sullivan, sa date de naissance et une description détaillée d'elle-même et de sa moto.
Il envoya par courriel le dernier selfie et le SMS qui semblait désormais si inquiétant. Le rapport officiel fut déposé. Un numéro de dossier fut attribué. À l'autre bout du pays, dans un bureau de shérif silencieux, entouré des mêmes montagnes qui l'avaient tant ému, Francesca Sullivan était désormais officiellement portée disparue. L'enquête officielle sur la disparition de Francesca Sullivan débuta dans le petit bureau lambrissé de l'inspecteur David Miller, du bureau du shérif du comté de Hinsdale. Miller était un homme d'une vingtaine d'années, au visage buriné par des décennies de soleil en haute altitude et à l'attitude calme qui trahissait un esprit vif et méthodique. Il avait traité des dizaines de cas de disparition au cours de sa carrière, la plupart concernaient des randonneurs ou des chasseurs qui avaient sous-estimé la puissance brute des montagnes de San Juan. Ces affaires se terminaient presque toujours par deux choses, un sauvetage spectaculaire ou une récupération difficile. Il s'attendait au premier, mais se préparait à la seconde. Leur première étape consistait à établir une chronologie, une cartographie concrète des derniers déplacements connus de Francesca. La famille Sullivan avait déjà fourni le point d'ancrage émotionnel, la photo finale. Mais Miller avait besoin de données. Il a passé les premières 48 heures à obtenir des ordonnances judiciaires et à adresser des demandes formelles à l'opérateur téléphonique et à la banque de Francesca. Il savait que les miettes numériques seraient impartiales et exactes. Les relevés bancaires furent les premiers à arriver, ils montraient une tendance claire, faite d'arrêts dans des stations-service et de petits achats en épicerie, traçant un chemin logique vers l'ouest. La transaction finale était un achat de $1 572 dans une station-service près de Lake City, dans le Colorado, effectué à 11h42 le 22 août. C'était son point de départ. Les données du téléphone portable étaient plus complexes. Elles ont confirmé que la dernière communication réussie était le message photo envoyé depuis le téléphone de Francesca dans l'après-midi du 22. Par la suite, les enregistrements ont révélé une série de tentatives infructueuses de sa famille pour la contacter. L'information cruciale était le dernier signal passif, ou ping, émis par son appareil. Il est arrivé en début d'après-midi du 22 août, une brève connexion automatique à une antenne relais située au sommet du col de Saint-Gulion. Miller sortit une carte topographique et dessina un large cône rayonnant depuis l'emplacement de la tour. La portée du signal couvrait une incroyable superficie de 780 km², l'un des terrains les plus accidentés et inaccessibles des États-Unis continentaux. Le signal confirma que Francesca se trouvait quelque part dans cette vaste étendue sauvage, mais ne contribua guère à affiner ses recherches. Elle pouvait se trouver le long de l'Alpine Lobe Scenic Byway, d'un réseau de pistes cyclables dangereuses pour Jeep, ou de l'une des centaines de chemins forestiers non balisés. Elle pouvait aussi se trouver au fond d'un canyon, caché par une épaisse végétation de pins et de trembles, totalement invisible depuis les airs. La théorie initiale était la plus probable, un accident tragique. Francesca, une motocycliste de la côte est, aurait pu être surprise par des virages serrés, une chaussée accidentée ou un talus de gravier sur un col escarpé. Une simple erreur de jugement aurait pu la faire dévaler, elle et sa moto, d'un talus, hors de la vue des automobilistes. Dans ce contexte, les recherches officielles commencèrent sérieusement. Le bureau du shérif du comté de Hinsdale se coordonna avec la patrouille aérienne civile. Pendant 3 jours consécutifs, leur Cessna monomoteur survola lentement et avec précision la zone de recherche. À 30 mètres d'altitude, pilotes et observateurs scrutèrent le paysage, cherchant du regard une lueur chromée ou un éclair rouge sur le vert et le brun des montagnes. L'ampleur de la tâche était colossale, le terrain était un fouillis chaotique de pics, de vallées, de forêts denses et de champs de roches instables. Une moto, même rouge vif, pouvait être engloutie par le paysage avec une facilité terrifiante. Les équipes terrestres furent mobilisées simultanément. Des agents à bord de 4x4 sillonnèrent les principales artères de la zone de recherche, y compris toute la boucle alpine. Ils roulèrent lentement, s'arrêtant à chaque point de vue panoramique et aire de repos, scrutant à la jumelle les falaises abruptes en contrebas. Ils cherchèrent des glissières de sécurité brisées, des traces de dérapage dans le sol ou des branches cassées au tout signe de sortie de route. Ils ne trouvèrent rien. Les montagnes avaient leurs secrets. Les recherches furent physiquement et émotionnellement épuisantes, chaque journée se terminait sur le même constat, aucun signe de Francesca, aucun signe de sa moto.
L'immensité de la nature sauvage ressemblait moins à un décor magnifique qu'à un adversaire. Après 4 jours de recherches infructueuses, l'inspecteur Miller reporta son attention du paysage aux habitants. Il entreprit une recherche systématique de chaque commerce le long du trajet probable de Francesca, station-service, restaurant et les quelques motels et gîtes disséminés dans ce comté isolé. Il emportait avec lui une pile de prospectus fraîchement imprimés, affichant le selfie souriant de Francesca et une photo nette de sa BMW rouge. C'est dans un petit motel rustique près de Lake City qu'il trouva sa première piste. Le propriétaire, un certain George, reconnut immédiatement Francesca. Il se souvenait de son énergie débordante et de son enthousiasme contagieux. Elle a passé une nuit ici, se souvint-il, et est restée une demi-heure dans le hall à me raconter son voyage. Alors que Miller s'apprêtait à partir, George hésita et ajouta, Francesca avait évoqué une étrange rencontre à la station-service de la ville plus tôt dans la journée. Elle l'avait racontée en riant, la jugeant plus étrange que menaçante, mais elle était clairement restée gravée dans sa mémoire. Un homme s'était approché d'elle alors qu'elle faisait le plein de sa moto. Ce n'était pas une simple admiration, il était inhabituellement insistant, posant une série de questions directes. Il voulait savoir où elle allait, si elle voyageait seule, et avait souligné à plusieurs reprises la valeur d'une moto comme la sienne. George raconta que Francesca le décrivait comme quelqu'un qui la mettait mal à l'aise, une sensation à laquelle elle n'était pas habituée pendant son voyage. C'était le premier indice tangible, le premier fil conducteur qui éloignait un simple accident et s'orientait vers un possible facteur humain. Miller remercia George et se rendit immédiatement à la station-service. Le responsable de service se montra coopératif et, ensemble, ils visionnèrent les images de la caméra de sécurité de l'après-midi du 22 août. L'angle de prise de vue était large et l'image granuleuse, mais la scène était sans équivoque, Francesca, vêtue de sa veste bleue, se tenait à côté de sa moto rouge. Un homme grand et mince, portant une casquette de baseball sale et des bottes de travail, s'approcha d'elle. La vidéo n'avait pas de son, mais son langage corporel en disait long, Francesca était polie mais visiblement réservée, gardant une légère distance. L'homme, en revanche, était animé, faisant des gestes en direction de la moto, se penchant trop près. Après quelques minutes, il démarra enfin, et Francesca termina le plein, remonta sur sa moto et s'éloigna. Miller a montré une image fixe de la vidéo à un policier local, qui a immédiatement reconnu l'homme. C'était un travailleur itinérant, errant dans les villages de montagne, occupant des petits boulots dans le bâtiment ou l'élevage pendant les mois d'été et disparaissant dès l'arrivée du froid. Il avait un nom et un casier judiciaire pour vol mineur datant de plusieurs années. Une alerte, soyez vigilants, a immédiatement été lancée aux forces de l'ordre du Colorado et des États voisins, accompagnée de l'image de vidéosurveillance et d'une description de l'homme. Pendant une semaine, l'enquête prit un tournant urgent. La théorie changea, l'homme avait peut-être suivi Francesca depuis la station-service, guettant une occasion. Cependant, la piste qui avait suscité tant d'espoir s'évanouit tout aussi vite. 2 semaines plus tard, un adjoint du shérif d'une région rurale du Wyoming localisa l'homme travaillant dans un ranch isolé. Convoqué pour interrogatoire, il se montra coopératif et parut sincèrement surpris d'apprendre la disparition de la femme et la belle moto. Il admit la conversation, expliquant qu'il était un grand passionné de moto et qu'il n'avait jamais vu de BMW R1200 GS tourée comme la sienne d'aussi près. Il dit être simplement enthousiasmé par la moto. Plus important encore, il disposait d'un alibi solide et vérifiable pour toute la semaine de la disparition de Francesca. Son nouvel employeur a confirmé qu'il avait commencé à travailler le lendemain de sa présence sur les images de vidéosurveillance, et ses feuilles de présence, signées par son contremaître, indiquaient qu'il avait effectué des quarts de 10 heures sans une seule absence. Il se trouvait à plus de 480 km de là lorsque Francesca a disparu. Après vérification de sa version des faits, les enquêteurs n'ont eu d'autre choix que de l'écarter. La piste prometteuse s'est évaporée, laissant l'enquête à son point de départ. Alors que septembre laissait place à octobre, le caractère des montagnes de San Juan commença à changer. L'or vibrant des feuilles de tremble s'estompa et tomba, recouvrant le sol de la forêt. Un froid glacial s'installa, et les sommets, à peine recouverts d'une fine couche de neige,
se revêtirent désormais d'épaisses couches blanches. La première chute de neige importante de la saison recouvrit les hauteurs, enfouissant le paysage sous une couche de blanc immaculé et impénétrable. Toute trace matérielle subsistante aux traces de dérapage, objets abandonnés, et même la moto elle-même fut enterrée jusqu'au printemps. L'inspecteur Miller convoqua le shérif et le chef de l'équipe locale de recherche et de sauvetage. La conclusion s'imposait, avec l'hiver qui s'installait, des recherches approfondies sur le terrain n'étaient plus possibles. Ce fut une décision pragmatique et douloureuse. Les recherches actives pour retrouver Francesca Sullivan furent officiellement suspendues. Miller passa un appel difficile à la famille Sullivan. Le silence à l'autre bout du fil en dit long. ChatGPT a dit. Il leur a assuré que l'affaire resterait ouverte, qu'elle reprendrait au printemps, mais tout le monde comprenait ce que cela signifiait, l'enquête se refroidissait. Dans son bureau, Miller rangea le dossier de Francesca désormais rempli de cartes, de rapports et de pistes sans issue dans le tiroir du bas d'un classeur. Dehors, la neige continuait de tomber, recouvrant les montagnes et le mystère d'un épais et silencieux manteau blanc. Le printemps 2019 est arrivé dans les montagnes de San Juan, accompagné d'un dégel lent et spectaculaire. La neige a reculé des cols et les rivières se sont remplies d'eau froide et grise. Pour la famille Sullivan, le déclin du ciel n'a pas apporté de soulagement, mais un sentiment d'urgence renouvelé et une profonde frustration. Les recherches officielles, leur avait-on dit, ne reprendraient pas avec la même intensité. Les ressources étaient limitées et, sans nouvelles pistes, il n'y avait aucune zone précise sur laquelle se concentrer. L'immensité sauvage qui avait englouti leur fille restait tout aussi vaste, tout aussi impénétrable. Ne voulant pas laisser le souvenir de Francesca relégué dans un classeur poussiéreux, ils décidèrent d'agir. En juillet, un an après le dernier message de Francesca, Mark et Eleanor Sullivan chargèrent leur voiture et parcoururent les 29 kilomètres qui séparaient la Pennsylvanie du Colorado. Un pèlerinage né du désespoir. Ils ont transformé une petite chambre de motel à Lake City en poste de commandement improvisé. La pièce était remplie de piles de papier, l'air empestant l'odeur du tonneur de l'imprimante portable qu'ils avaient apporté. Ils passaient leur journée à imprimer des milliers de prospectus, chacun avec la même photo souriante de leur fille et le mot, en gras, disparu. Leur recherche fut un exercice épuisant et pénible. Ils reprirent le chemin de Francesca, non pas à moto, mais dans leur berline raisonnable, un véhicule qui leur semblait étranger dans ce paysage accidenté. Ils empruntèrent les routes pittoresques, les mêmes sentiers que Francesca avait si joyeusement parcourus, mais ils ne virent aucune beauté. Pour eux, chaque virage serré était un lieu d'accident potentiel. Chaque falaise abrupte, une tombe potentielle. Ils s'arrêtaient dans chaque ville, chaque hameau, chaque restaurant et station-service isolée. Ils affichaient des prospectus sur les panneaux d'affichage, leur papier frais et impeccable se détachant sur les annonces défraîchies des ventes de pâtisseries locales et des animaux perdus. Ils parlaient à qui voulait bien les écouter, répétant l'histoire jusqu'à en perdre la voix. Ces rencontres formaient un douloureux assemblage de réactions humaines, certains habitants se montraient profondément compatissants, se remémorant l'affaire par les informations et prodiguant des mots de réconfort, d'autres étaient polis mais distants, le regard las, témoignant du passage de nombreuses familles affolées au fil des ans. Quelques-uns étaient méprisants, presque agacés par cette intrusion. Pour les Sullivan, chaque interaction était une blessure nouvelle, un rappel que si leur monde s'était arrêté, le reste du monde avait continué. Alors que la recherche physique n'apportait que fatigue et souffrance, un autre type d'enquête prenait de l'ampleur dans le monde numérique. L'histoire de Francesca, avec ses éléments captivants, une jeune femme dynamique, une aventure solitaire, une photographie finale époustouflante, avait captivé l'imagination des communautés en ligne. Sur les forums d'aventure à moto et les sites web consacrés aux faits divers, les fils de discussion dédiés sont devenus de vastes archives de spéculation et d'enquêtes amateurs. Des centaines d'utilisateurs anonymes, munis d'une simple connexion Internet et de l'envie de résoudre une énigme, ont décortiqué chaque détail connu de l'affaire. Ces détectives en ligne ont soumis la dernière photo de Francesca à un examen minutieux que l'enquête officielle ne pouvait se permettre. Ils ont utilisé des données astronomiques pour calculer l'heure précise de la journée en fonction de la longueur et de la direction des ombres.
Ils ont croisé les profils des montagnes avec des cartes géologiques, déclenchant de vifs débats sur l'emplacement exact du lac turquoise. Les théories se multipliaient, s'étendant dans une douzaine de directions différentes. Certaines étaient plausibles, Francesca avait peut-être emprunté un chemin peu connu et non goudronné, ignoré par les forces de l'ordre. D'autres tournaient à la pure spéculation, elle avait été victime d'un acte criminel dans un camping isolé, avait été agressée intentionnellement pour sa moto de luxe, ou avait orchestré sa propre disparition pour commencer une nouvelle vie. Mark Sullivan était devenu un visiteur nocturne de ces forums. Il est resté assis dans le noir longtemps après qu'Eleanor soit allée se coucher, la lumière de son écran d'ordinateur illuminant son visage fatigué. Il lisait chaque commentaire, suivait chaque lien et se laissait entraîner dans chaque intrigue. Les forums étaient une arme à double tranchant. D'un côté, ils offraient une étrange consolation, une communauté refusait l'oubli de Francesca, entretenant son histoire, son énergie collective, un rempart contre le silence écrasant. De l'autre, les spéculations insensées, souvent infondées, étaient une torture, lire des théories sur les derniers instants de sa fille, imaginées avec minutie par des inconnus, était une expérience angoissante. Pourtant, elle ne pouvait détacher son regard. Chaque nouveau message offrait la possibilité infime et désespérée d'une avancée, d'un détail oublié, d'une perspective nouvelle que personne n'avait perçue. Les années passèrent et les saisons dans les Rocheuses changèrent, rendant l'affaire encore plus incertaine. 2 ans se transformèrent en 3. Puis, à l'automne 2021, le silence fut brisé par une lueur d'espoir soudaine et électrisante, une piste fut révélée par la ligne d'assistance téléphonique nationale pour les personnes disparues. L'appelante était une touriste originaire de l'Ohio, en voyage avec son mari. Alors qu'elle mangeait dans un petit restaurant poussiéreux d'une ville isolée du nord de l'Arizona, elle a affirmé avoir été servie par une serveuse qui ressemblait étrangement à des photos de Francesca Sullivan vues en ligne. La serveuse avait le même âge, la même couleur de cheveux et le même teint, de plus, l'appelante a remarqué une profonde tristesse dans son regard, ce qui semblait déplacé. L'information fut transmise à l'ancien service de l'inspecteur Miller, puis à la famille Sullivan. La nouvelle provoqua un véritable choc dans leur vie. Pendant 3 ans, ils étaient restés suspendus dans une angoissante ambiguïté. Soudain, une possibilité tangible se présentait à eux. Ils tentèrent de modérer leurs attentes, se rappelant les innombrables fausses pistes et erreurs d'identité dans des cas similaires. Mais l'espoir est une force puissante et irrationnelle. Eleanor se surprit à imaginer les retrouvailles, les questions qu'elle poserait, l'histoire que Francesca raconterait. Mark s'autorisa à croire, l'espace d'un instant, que sa fille était vivante, qu'elle avait survécu et attendait d'être retrouvée. L'information fut transmise au bureau du shérif local en Arizona. Un adjoint fut dépêché au restaurant à un bâtiment bas sur une route déserte. Il entra, la sonnette tintant au-dessus de la porte, et scruta la salle. Il la repéra immédiatement, une jeune femme aux cheveux bruns tirés en arrière, se déplaçant entre les tables, une cafetière à la main. Il s'approcha de sa tablée, à voix basse, demanda à lui parler. La femme fut surprise, puis méfiante, il la conduisit dans un petit bureau au fond. L'agent lui expliqua gentiment la situation, lui montrant le tract avec le visage de Francesca. La femme regarda la photo un long moment, reconnut la ressemblance, mais secoua la tête. Elle sortit son permis de conduire de son portefeuille et le lui tendit. Son nom et sa date de naissance étaient différents. C'était une femme du coin qui avait vécu dans la ville toute sa vie. Une mère célibataire, cumulant 2 emplois pour joindre les 2 bouts. La tristesse dans ses yeux était la sienne. L'appel à la famille Sullivan fut bref et direct. La piste était sans issue. La femme au restaurant n'était pas Francesca. La nouvelle était dévastatrice. Le retour à la réalité fut brutal et rapide. Cette soudaine bouffée d'espoir rendit sa perte encore plus douloureuse. C'était, dira plus tard Eleanor, comme perdre sa fille à nouveau. Ce choc émotionnel les laissa épuisés et vides. En 2023, 5 ans après la disparition de Francesca, l'affaire n'était plus froide, elle était cryogénique. L'inspecteur Miller avait pris sa retraite et confié ses dossiers dont l'épais dossier portant l'inscription « Sullivan » au dos à un jeune inspecteur,
chargé d'une lourde charge de nouvelles affaires. Les prospectus que les Sullivan avaient si méticuleusement publiés avaient disparu depuis longtemps, blanchis par le soleil implacable ou arrachés et remplacés par des avis plus récents et plus urgents. Les forums en ligne étaient pour la plupart silencieux. Le fil de discussion principal sur le cas de Francesca, désormais enfoui sous des pages entières, ne reprenait qu'occasionnellement, lorsqu'un nouveau venu demandait « Des nouvelles ?» La réponse était toujours la même. Non. Aux yeux du monde, Francesca Sullivan n'était qu'un fantôme, un souvenir numérique qui s'estompait, mais pour sa famille, elle demeurait une présence constante et douloureuse. Ils étaient prisonniers de l'ambre de cette dernière semaine d'août 2018. Leur douleur, aiguë, était devenue chronique et incurable. L'ignorance était un fardeau physique, une douleur permanente au cœur de leur vie. L'enquête était en sommeil, les pistes s'étaient taries, et l'espoir qui les avait autrefois soutenus s'était évanoui, laissant place à une fragilité presque translucide. Pendant 6 ans, le mystère de Francesca Sullivan est resté enfoui sous le poids du temps et de l'immensité des étendues sauvages du Colorado. La réponse, lorsqu'elle est arrivée, n'a pas été déterrée par le travail acharné d'un détective ni par une confession longtemps attendue. Elle a été révélée par la force brute et aveugle de la nature, à des centaines de kilomètres au sud de l'endroit où quiconque avait pensé chercher. La fin de l'été 2024 a marqué le début d'une mousson d'une ampleur historique dans le sud-ouest américain. Un fleuve atmosphérique persistant, chargé d'humidité tropicale, s'est accumulé sur la région, déclenchant des pluies torrentielles jour après jour. Dans le haut désert du nord du Nouveau-Mexique, la terre desséchée n'a pas pu absorber le déluge. Les ruisseaux asséchés se sont transformés en torrents impétueux, et le Rio Grande, le grand fleuve qui traverse l'État, a commencé à gonfler. D'un calme et sinueux habituel, le fleuve se transforma en une violente et bouillonnante artère d'eau brune et boueuse. La rivière déferla à une vitesse terrifiante, débordant de ses rives, déchirant la roche volcanique ancienne dans sa gorge. Le son était un grondement sourd et constant, le grincement des rochers et le sifflement d'une eau chargée de limon se déplaçant à une vitesse vertigineuse. Il s'agissait d'un événement purificateur, une inondation unique en son genre qui a remodelé le lit de la rivière, déracinant les embâcles en place depuis des décennies et déposant des tonnes de nouveaux débris le long de son cours modifié. Quelques jours après que les eaux de crue eurent atteint leur maximum et commencé leur lent retrait, un kayakiste local nommé Ben Carter décida d'observer les changements du fleuve. Carter, guide fluvial d'une 40aine d'années, connaissait intimement les gorges du Rio Grande. Il était attiré par un mélange de curiosité professionnelle et de désir d'assister aux conséquences de cette inondation historique. Le fleuve coulait toujours haut et fort. L'eau, couleur café au lait, jonchée d'arbres déracinés et d'obstacles inconnus, naviguait dans les courants dangereux avec une habileté experte. Son petit bateau paraissait minuscule face aux immenses parois abruptes de la gorge. Environ 1 heure plus tard, dans une partie reculée du canyon appelé Taos Box, il aperçut quelque chose d'inhabituel. Contre la rive ouest, pris dans un enchevêtrement de bois flotté et de débris nouvellement formés, apparut un éclair d'une couleur surnaturelle. C'était une tache rougeâtre et boueuse, coincée entre un gros tronc de peuplier et la berge rocheuse. Cette partie du canyon était une étendue sauvage, totalement inaccessible par route ou sentier. De leur point de vue, au milieu de la rivière, ce n'était qu'une forme étrange, un débris moderne, détonnant dans le paysage primitif. Intrigué, Carter dirigea son kayak vers la berge, luttant contre le puissant courant qui tentait de l'entraîner en aval. En s'approchant, la forme se détermina. Ce n'était ni un morceau de plastique ni un tonneau abandonné. Avec un frisson de surprise, il reconnut la courbe caractéristique d'un guidon de moto et le haut d'un carénage avant dépassant de la boue et du limon. Le reste de la machine était enseveli, retenu par l'immense poids des débris trempés. La peinture rouge était éraflée et terne, mais l'objet était incontestablement une moto. Un nœud glacé lui serra l'estomac. Personne n'aurait pu s'écraser accidentellement ici. Il n'y avait aucune route sur des kilomètres, juste les falaises abruptes de la gorge, s'élevant de plusieurs centaines de mètres de chaque côté. La présence d'une moto à cet endroit précis ne signifiait qu'une chose, elle avait été délibérément placée là. Conscient de la gravité de sa découverte,
Carter savait qu'il devait la signaler. Il éloigna son kayak de l'embâcle, marqua mentalement l'emplacement en triangulant les formations rocheuses caractéristiques du bord du canyon et commença à pagayer avec ardeur. Il a dû parcourir encore 2 miles en aval, naviguant dans les eaux encore turbulentes, avant d'atteindre un point où la gorge s'élargissait légèrement et où un faible signal cellulaire pouvait pénétrer les parois du canyon. Il échoua son kayak sur un banc de sable, les mains légèrement tremblantes, tandis qu'il sortait son téléphone. Il composa le 911 et expliqua au répartiteur, d'une voix ferme malgré l'adrénaline, qu'il avait trouvé une moto dans la Taos Box et lui donna la localisation la plus précise possible. Il a souligné qu'il se trouvait dans un endroit inaccessible à pied. L'appel a été transmis à la police de l'État du Nouveau-Mexique. Compte tenu de l'éloignement, les agents ont d'abord dû se rendre au point de vue le plus proche le sentier Man Hot Springs et utiliser des jumelles puissantes pour repérer l'objet rouge parmi les débris. Ils confirmèrent rapidement leur évaluation. Une récupération terrestre était impossible. Le terrain était trop escarpé, trop dangereux, et la rivière était encore trop dangereuse pour tenter une traversée. Il fut décidé d'activer l'unité aérienne du NMSP. Le lendemain matin, le son profond et pulsé des pales du rotor résonna dans les gorges du Rio Grande. Un hélicoptère Bell 47 noir, arborant l'inscription « Police d'État » en lettres dorées sur le flanc, apparut au-dessus du canyon. La descente s'est effectuée avec précaution, ses pilotes naviguant avec expertise dans les vents capricieux qui tourbillonnaient entre les parois de la gorge. À bord se trouvaient un officier de vol tactique et un plongeur de l'équipe de plongée du NMSP. L'hélicoptère planait à 15 mètres au-dessus de la rivière tumultueuse, le souffle de son rotor fouettant la surface de l'eau avec frénésie. Le plongeur, vêtu d'une combinaison étanche, était descendu à l'aide d'un câble d'acier. Il plongea dans l'eau froide et trouble et lutta contre le courant jusqu'à l'embâcle. Pendant plusieurs minutes, il travailla sous la surface, communiquant ses mouvements à l'officier de bord par radio. Il dut creuser dans le limon compacté et manœuvrer de lourdes branches détrempées pour dégager la moto. Il fixa les câbles autour du cadre robuste de la moto, équilibrant ainsi la charge. Il donna le signal. Lentement, avec une puissance immense, l'hélicoptère commença à s'élever. Les câbles se tendirent, l'espace d'un instant, la moto résista, maintenue en place par l'aspiration de la boue profonde. Puis, dans un grand mouvement de va-et-vient, elle fut libérée. La machine émergea de la rivière, une créature monstrueuse et dégoulinante. De la boue et de la vase brune coulaient de chaque fissure. C'était la moto rouge de la photo de Francesca, mais transformée par son passage dans l'eau. Il flottait dans les airs, tel un artefact blessé, suspendu entre le ciel et la rivière, tandis que l'hélicoptère l'éloignait délicatement des parois de la gorge. Au loin, enjambant l'immense canyon, on apercevait l'élégante arche d'acier du pont des gorges du Rio Grande. L'hélicoptère a transporté son étrange cargaison sur un mile en aval et l'a déposé délicatement sur un banc de sable plat et accessible, où une équipe d'officiers et une unité de scène de crime attendaient. Dès que la moto a touché le sol, les policiers se sont approchés. Elle était recouverte d'une épaisse couche de boue et d'algues. Un policier a utilisé une bouteille d'eau et un chiffon pour nettoyer soigneusement la tête de direction, à la recherche de l'information la plus importante. Après une minute de nettoyage, il l'a trouvée, une petite plaque métallique estampillée d'une série de lettres et de chiffres. Il a lu le numéro d'identification du véhicule à voix haute à un autre agent, qui l'a transmis par radio au répartiteur de la police d'État. Ils attendirent en silence, avec pour seule résonance le murmure de la rivière et le grésillement de la radio. Quelques minutes passèrent, puis la voix du répartiteur revint, claire et empreinte de surprise. Correspondance positive. La moto BMW G310R de 2016 est immatriculée au nom de Francesca Sullivan. Le véhicule est identifié et lié à une affaire de disparition très médiatisée, ouverte il y a 6 ans par le bureau du shérif du comté de Hinsdale, dans le Colorado. Un silence stupéfait s'abattit sur les policiers sur la rive. Leur regard allèrent de la moto couverte de boue au pont lointain. Ce n'était pas un cas local. Ce n'était pas une moto récemment échouée. C'était un fantôme d'il y a 6 ans, un mystère qui venait d'apparaître dans leurs eaux troubles.
L'affaire non résolue de Francesca Sullivan venait de reprendre vie dans les eaux turbulentes du Rio Grande. La découverte de la moto a bouleversé 3 vies, transformant 6 années de vie en un seul et même moment choquant. Au Nouveau-Mexique, l'enquête a été confiée à l'inspecteur Mateo Reyes, du Bureau des enquêtes criminelles de la police d'État. Reyes était un enquêteur perspicace et patient, un homme qui avait bâti sa carrière en résolvant des affaires complexes que d'autres trouvaient intimidantes. Il comprenait que les affaires non résolues ne se résumaient pas à de vieux dossiers, mais à une douleur latente, et ses premières actions furent guidées par cette compréhension. Son nouveau dossier commença par une simple photo, le bébé rouge BMO, couvert de boue, dégoulinant sur la berge. Son premier appel fut une courtoisie professionnelle, un pont entre le temps et les États vers l'homme par qui tout avait commencé. Il retrouva le numéro de David Miller et joignit le détective à la retraite à son domicile, dans une paisible banlieue du Colorado. Miller écouta, stupéfait, Reyes détailler la découverte dans les gorges du Rio Grande. Depuis 6 ans, l'affaire Sullivan le hantait, avec le sentiment d'avoir perdu quelque chose, d'avoir été vaincu par l'immensité des montagnes. La nouvelle que la moto avait été retrouvée si loin ne fut pas seulement un choc, mais une confirmation profonde de son instinct tenace, il ne s'agissait pas d'un simple accident. Miller a offert à Reyes sa pleine coopération, promettant de lui envoyer par courrier express ses notes de cas originales non officielles, remplies de ses propres théories et de gribouillis sans issue. Le deuxième appel de Reyes fut infiniment plus difficile. Il composa le numéro de la famille Sullivan. Mark Sullivan répondit à la deuxième sonnerie. Reyes se présenta et, aussi gentiment que possible, expliqua que la moto de Francesca avait été retrouvée. Le silence à l'autre bout du fil était pesant, lourd du poids de 6 ans de questions sans réponse. Reyes entendit la voix d'Eleanor en arrière-plan. Une profonde inspiration expliqua les circonstances, l'inondation, l'Elquista, le Nouveau-Mexique. La nouvelle n'apporta pas le soulagement d'une résolution. Au contraire, ce fut un événement sismique qui brisa la paix fragile que les Sullivan avaient bâtie au fil des ans, l'espoir ambigu auquel ils s'étaient accrochés. La faible et irrationnelle possibilité que Francesca soit simplement partie pour commencer une nouvelle vie fut instantanément anéantie. Elle fut remplacée par une nouvelle réalité terrifiante, une nouvelle vague de douleur mêlée à une peur terrible et grandissante. La découverte de la moto signifiait que l'histoire n'était pas terminée, elle entrait dans un nouveau chapitre, encore plus sombre. Alors que l'onde de choc émotionnel se propageait, les preuves matérielles commencèrent leur propre voyage. La voie, B en rouge, fut soigneusement chargée sur un camion plateau et transportée, sous escorte policière, au laboratoire de la police d'État du Nouveau-Mexique à Santa Fe. Là, dans une baie aride et lumineuse, loin des eaux sauvages du fleuve, la moto allait devoir révéler ses secrets. Le premier spécialiste à examiner la moto était un métallurgiste légiste, expert en décomposition. Sa mission consistait à déterminer depuis combien de temps la moto était immergée. Il passa des heures à examiner méticuleusement la machine, à l'aide de loupes et en prélevant des échantillons microscopiques. Son rapport, remis à l'inspecteur Reyes 2 jours plus tard, contenait la première révélation. La moto, conclut-il avec une quasi-certitude, n'avait pas navigué dans le Rio Grande depuis 6 ans. Les traces de rouille étaient trop superficielles. Un véhicule immergé aussi longtemps dans une rivière active présenterait des piqûres et une corrosion profonde et pénétrante, en particulier sur les composants en acier non traités comme les disques de frein et la chaîne. Cette moto présentait une rouille superficielle importante, mais pas la dégradation structurelle profonde attendue. De plus, la vie aquatique, les algues et les colonies microbiennes trouvées dans les fissures de la moto correspondaient à une seule saison de croissance, et non à de multiples cycles de gel hivernal et de floraison estivale. Son constat final était stupéfiant, la moto n'était pas restée dans l'eau plus d'1 an, et probablement à peine 6 à 8 mois. Cette découverte a fondamentalement modifié la chronologie, la moto n'était restée dans la rivière que pendant 1 an au maximum, et non les 5 années précédentes. La question restait en suspens dans la salle d'incident tandis que Reyes et sa petite équipe assimilaient l'information. La deuxième révélation, venue d'un autre laboratoire, a rapidement été faite. Un expert en reconstruction automobile avait analysé les dommages physiques de la moto, et ses conclusions étaient tout aussi révolutionnaires.
Il a constaté une absence quasi totale de dommages typiques d'un accident de moto. Aucune éraflure longue et parallèle, ni éraflure sur les quartés moteurs, les carénages ou le guidon, n'indiquaient que la moto avait glissé latéralement sur l'asphalte ou le gravier. La fourche n'était pas pliée suite à une collision frontale, et le bras oscillant n'était pas tordu suite à un impact latéral. Au contraire, les dégâts étaient étrangement symétriques et verticaux. Le châssis était plié vers le bas, comme s'il avait atterri parfaitement à plat sur ses roues depuis une hauteur considérable. La suspension était arrachée, les roues étaient cabossées et le bloc moteur présentait des fissures capillaires compatibles avec une onde de choc unique et catastrophique se propageant vers le haut à travers le châssis. L'expert a conclu son rapport par une phrase glaçante: « Le profil des dommages est incompatible avec toute forme d'accident de la route et est très cohérent avec un impact en chute libre d'une hauteur significative. Atterrissant dans un plan d'eau qui a amorti l'impact initial mais n'a pas empêché une défaillance structurelle catastrophique. » Le détective Reyes n'avait pas besoin du rapport pour le préciser. Il sortit une carte du lieu de récupération. L'endroit où la moto avait atterri se trouvait à moins de 400 mètres en aval du pont des Gorges du Rio Grande. Le tablier du pont se trouvait à 200 mètres au-dessus du niveau de la rivière. La conclusion était évidente, la moto n'avait pas été projetée dans la rivière ni accidentée près de ses berges, elle avait été intentionnellement poussée ou projetée du pont. Dans la salle de conférence principale du siège du NMSP, Reyes se tenait devant un grand tableau blanc. Avec un marqueur noir, il traça une vieille théorie, Crack du Colorado, 2018, qui n'était qu'une histoire de fantôme, une fiction à laquelle tout le monde avait cru pendant 6 ans. Puis il entreprit de construire une nouvelle chronologie fondée sur les données scientifiques irréfutables du laboratoire. Francesca Sullivan avait disparu en 2018, sa moto, en revanche, n'était pas restée en possession d'un inconnu pendant au moins 5 ans. Puis, fin 2023 ou début 2024, cet inconnu avait percuté le pont des Gorges du Rio Grande, probablement en pleine nuit, et l'avait précipité dans l'abîme. C'était un acte d'élimination calculé. Avec ce nouveau calendrier, la nature même de l'enquête a changé. Reyes a déposé une demande officielle de changement de statut. Les documents ont été déposés et la disparition de Francesca Sullivan a été reclassée d'une simple affaire de disparition à une enquête pour homicide en cours. Les frontières juridictionnelles se sont estompées, il ne s'agissait plus seulement d'un mystère du Colorado, mais d'un meurtre du Nouveau-Mexique. La moto, désormais au cœur d'une affaire d'homicide, fut traitée avec encore plus de respect. Il s'agissait d'une scène de crime vieille de 6 ans. Une équipe de techniciens entreprit un démontage complet et méticuleux, démontant la machine pièce par pièce sur une feuille de plastique propre, examinant chaque composant à la recherche de toute trace de preuve cachée. Ils savaient que c'était risqué, le choc violent et les mois passés dans la rivière auraient détruit la plupart des preuves médico-légales, mais il fallait essayer. Quelques jours après le démontage, un jeune technicien travaillait sur le système d'admission. Avec précaution, il retira le réservoir de carburant pour accéder à la boîte à air, une chambre en plastique conçue pour alimenter le moteur en air propre. C'était un environnement étanche et protégé, l'un des rares endroits de la moto qui aurait pu rester relativement sec et protégé des intempéries. En détachant le couvercle, il aperçut quelque chose à l'intérieur, niché près du filtre à air en papier. Ce n'était ni une feuille ni un débris aspiré, c'était un objet fabriqué par l'homme. À l'aide d'une pince à épiler, il extraya soigneusement l'objet. C'était un petit morceau de papier fragile, plié en un carré serré. Il était décoloré et taché d'eau sur les bords, mais le cœur était étonnamment bien conservé. Il le déplia délicatement. C'était un fragment arraché d'une page plus grande. Le papier était fin et brillant, comme celui utilisé pour les atlas routiers. On y lisait les lignes rouges et bleues pâles des routes nationales et départementales, et la typographie caractéristique d'une carte imprimée montrait une petite partie peu peuplée d'un comté rural du nord du Nouveau-Mexique, non loin de la frontière du Colorado et à seulement 2 heures de route des Gorges du Rio Grande. L'une des petites villes indiquées sur le fragment de carte était légèrement cerclée au stylo à billes bleues. Cette découverte a stimulé l'enquête. C'était l'indice qu'il cherchait, un lien tangible entre la moto et un lieu précis. C'était un message du passé, préservé par hasard dans l'obscurité et l'air sec de la boîte à air. Pourquoi était-il là?
Peut-être appartenait-il à Francesca, un morceau de la carte qu'elle utilisait pour s'orienter. Ou, plus effrayant encore, peut-être appartenait-il à son assassin. Un souvenir d'un lieu caché et oublié depuis des années. La théorie finale et terrifiante commençait à se cristalliser sur le tableau noir de Reyes. Francesca n'avait pas disparu dans les hauts cols des San Juan. Son message joyeux venu du sommet du monde n'était pas sa dernière étape. Elle avait continué vers le sud, traversant la frontière de l'État du Nouveau-Mexique, suivant l'itinéraire indiqué sur sa carte, et quelque part dans ce comté reculé et ensoleillé, elle avait été interceptée. Elle avait été tuée. Son assassin, pour des raisons qu'il n'arrivait pas encore à comprendre, peut-être parce qu'il gardait la moto comme trophée ou simplement parce qu'il ne pouvait pas s'en séparer sans attirer l'attention, on l'avait caché pendant 5 longues années. C'était une responsabilité constante et secrète. Finalement, décidant de couper le dernier lien avec son crime, il l'avait jetée du pont, persuadé qu'elle serait perdue à jamais dans les profondeurs du Rio Grande. La découverte du fragment de carte n'était pas une clé, mais une boussole. Elle concentra toute l'attention de l'enquête ouverte sur un comté précis, peu peuplé, du haut désert du nord du Nouveau-Mexique. La ville délimitée par ce fragile morceau de papier devint l'épicentre d'une nouvelle recherche intensive. L'inspecteur Reyes a coordonné une équipe multi-agence, mobilisant des agents du shérif et des bénévoles expérimentés en recherche et sauvetage de toute la région. Pendant des semaines, ils ont ratissé ce paysage impitoyable. C'était un monde d'armoises, de pins et de mésas en ruine, contrastant fortement avec les forêts alpines où les recherches pour retrouver Francesca avaient commencé 6 ans plus tôt. Les équipes marchaient lentement, suivant un quadrillage précis, scrutant le sol aride du regard à la recherche du moindre signe anormal, un morceau de tissu délavé, un éclat de métal, ou la subtile perturbation du sol qui pourrait indiquer une tombe peu profonde. Ils explorèrent des ranchs abandonnés. Ils descendirent dans des arroyos asséchés et scrutèrent l'ombre des canyons. Ils interrogèrent les quelques résidents de longue date de la petite ville entourée sur la carte, leur montrant la photo souriante de Francesca. Mais les visages qu'ils rencontrèrent étaient vides. 6 ans, c'était une éternité là-bas. Un voyageur solitaire à moto était une image fugace, effacée depuis longtemps par des milliers de jours sans histoire. Les recherches, menées avec diligence et espoir, n'ont rien donné. Le vaste territoire silencieux n'offrait aucun indice. Les recherches officielles ont finalement été interrompues, à contre-cœur. Alors que l'affaire semblait vouée à l'échec, le Rio Grande, ce fleuve qui avait déjà révélé un secret, en a révélé un autre. Des semaines après le départ des équipes de recherche officielles, un professeur de géologie de l'Université du Nouveau-Mexique menait des recherches le long de la gorge. Ses travaux portaient sur les effets des récentes inondations, étudiant les couches de sédiments nouvellement exposées le long des berges. À plusieurs kilomètres en aval de l'endroit où la moto avait été retrouvée, il remarqua un objet dépassant d'une berge fraîchement creusée. Il était trop blanc, sa forme trop uniforme pour être un rocher. À l'aide de son marteau de géologue, il gratta délicatement la terre environnante et, d'un coup sec, reconnut la forme caractéristique d'un os humain. L'inspecteur Reyes retourna dans la gorge avec une équipe du bureau du médecin légiste. Ils entreprirent une fouille archéologique minutieuse, mettant au jour des restes humains partiels et dispersés dans le sol compacté. Dans l'environnement stérile du laboratoire de l'IMO, un anthropologue médico-légal a entrepris une analyse minutieuse. Les premières conclusions concordaient avec celles de Francesca, les restes appartenaient à une femme probablement âgée d'une vingtaine d'années, mesurant entre 1,68 m et 1,73 m. En examinant chaque os récupéré, l'anthropologue a remarqué une caractéristique importante, sur la clavicule droite, une crête osseuse surélevée, signe indéniable d'une fracture ante-mortem complètement guérie. Cette caractéristique unique et individualisante est devenue le principal objectif de l'enquête d'identification. Les enquêteurs ont réexaminé le dossier original de la personne disparue, datant d'il y a 6 ans, qui contenait les antécédents médicaux détaillés de Francesca. En croisant les conclusions de l'anthropologue avec ces documents, ils ont trouvé une correspondance parfaite, une mention d'une grave fracture de la clavicule droite, survenue lors d'un accident de vélo alors que Francesca avait 16 ans. La localisation et la nature de la fracture guérie correspondaient parfaitement à son dossier médical.
C'était la dernière et tragique preuve de corroboration dont ils avaient besoin. Le rapport officiel concluait à une identification présomptive avec un degré de certitude médicale extrêmement élevé. Si les ossements racontaient son histoire, ils ne disaient rien sur les circonstances de son décès. La nature partielle des restes n'a révélé aucune cause claire de décès, ni impact de balle, ni traces de coupure, ni traces évidentes des violences qui avaient certainement eu lieu. La cause du décès fut officiellement qualifiée d'homicide, mais les moyens restèrent indéterminés. La nouvelle apporta une confirmation définitive et terrible à la famille Sullivan, le tourment de ne pas savoir où se trouvait leur fille était terminé, remplacé par la certitude absolue de son meurtre. Ce fut une forme de deuil douloureuse et angoissante. L'affaire de Francesca Sullivan est désormais officiellement classée comme homicide non élucidé. L'identité de son meurtrier et le récit de ses derniers jours demeurent un secret bien gardé par les vastes paysages du Nouveau-Mexique. L'enquête reste ouverte, un dossier inachevé en attente d'aveu ou d'une nouvelle piste qui pourrait ne jamais émerger, ne laissant derrière elle que le souvenir permanent et non élucidé d'une vie fauchée.